Session. Bienvenue sur un nouveau live d'Industrial Growth. Je crois qu'on est bien en live là, ouais, ça a l'air de fonctionner. Comment va les amis? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ici. Faites-moi un petit pouce pour me dire que vous captez, que ça fonctionne. Il y a toujours un petit décalage d'une petite minute, 50 secondes à peu près entre le moment où je vois votre commentaire et le moment où j'ai prononcé la phrase. Donc, m'en voulez pas si je suis un peu décalé. Je suis Karim Bourras, fondateur de Nile. On est un cabinet de croissance en conseil industriel. Ça veut dire qu'on aide des boîtes indus à essayer de développer leur business. Et vous êtes sur un des lives que j'anime à peu près une fois par mois. Et puis ce mois-ci, on a décidé de parler, c'est très surprenant, sur un sujet dont tout le monde parle, qui est l'IA. L'IA et l'industrie, puisque notre cœur de cible, si je puis dire, c'est quand même le monde industriel. Alors, d'où est venue l'idée de ce sujet? Plein de choses. Effectivement, tout le monde parle d'IA. Ça va faire 2 ans ou 3 ans, je crois, que GPT est sorti et que l'IA générative a fait irruption dans nos vies. Pour moi, ça a été un changement assez important puisque dans ma façon de travailler, dans ce que je fais au quotidien, ça n'a plus rien à voir avec la façon dont je travaillais il y a encore quelques années ou quelques mois. Et je vois de plus en plus de gens un peu perdus, et notamment des boîtes indus qui sont un peu perdus avec tous ces sujets, qui ne savent pas trop par quel bout prendre le truc, qui testent des trucs, qui essayent de mettre en place certaines choses, qui lancent des initiatives ou des POC. Et globalement, je trouve quand même qu'il y a un peu de confusion et on n'est pas aidé puisque avec l'arrivée de l'IA générative, on est toute une flopée d'experts IA qui proposent tout un tas de choses. Moi, je crois que ma boîte LinkedIn et ma boîte mail est pleine de gens qui, plusieurs fois par jour, viennent vous aider à résoudre des problèmes que vous n'avez probablement pas, mais qu'eux ont trouvé grâce à l'IA et qu'ils savent résoudre grâce à l'IA. Bon, ils sont certainement tous plus intelligents que nous, mais bon, pour faire simple, je voulais parler un peu de ce sujet parce que, en fait, je suis aussi, il se trouve, un chef d'entreprise, je dirige une petite boîte. Et les difficultés auxquelles un dirigeant d'une PME Indus ou même d'une ETI Indus peut être confronté, je les vis aussi en tant que dirigeant et ça a posé quand même beaucoup de questions en interne. Donc je voulais vous parler un peu de ça, vous partager mon expérience de dirigeant sur comment est-ce qu'on a fait, nous, chez Nile, pour implémenter un certain nombre de choses, avec quels résultats, quels échecs, quelles réussites, qu'est-ce que ça rapporte. Et puis vous voyez, j'ai mis dans le titre passer de 0 à 5 en maturité IA, c'est-à-dire qu'on peut y aller aussi graduellement, et surtout comment on arrête de faire n'importe quoi et comment on essaye quand même de faire en sorte que tout ça nous rapporte un peu d'oseille. Alors si ce n'est pas de l'oseille sonnante et trébuchante, ça peut être aussi réduire des coûts, avoir plus de marge, faire en sorte que notre boîte elle soit dans de la croissance. C'est un peu le titre de ce podcast. Alors, sans plus attendre, je vous partage un petit peu mon écran. La présentation que vous voyez là sous les yeux, que vous avez sous les yeux, elle a été complètement générée par l'IA. Je vous montrerai pendant le live un petit peu comment j'ai pu faire ça. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais vous montrer pas mal de choses sur ce live. Je regarde mon téléphone en même temps pour voir si j'ai des questions ou des gens qui ont des choses à me dire. Bonjour Stéphane, ça fait longtemps, cher ami. Bonjour Yannick, merci de te joindre à nous. Donc oui, je voulais commencer en fait par partager un peu l'expérience que j'ai eue il y a quelques temps. J'ai un de mes clients, plutôt un de mes anciens clients que je croise par hasard et qui me dit écoute, tu as l'air de t'y connaître un peu en IA, tu as l'air d'avoir parlé de ce sujet fréquemment. J'aimerais bien t'envoyer un de mes gars et que tu lui expliques un petit peu ce que tu as pu mettre en place et comment il peut s'y prendre. Donc le gars vient, on passe 1 heure ensemble et il se trouve que pendant l'entretien, pendant la discussion, il m'explique un peu l'approche qu'ils ont eue. Donc c'est une petite PME qui n'a même pas 15, 20 personnes au total. Alors il m'explique qu'ils ont décidé de créer un comité. Ce comité IA est divisé en différents pôles. Chaque pôle va traiter d'un sujet. Donc on a un pôle qui va traiter de la RH, il y a un pôle qui va travailler plutôt sur les sujets de commerce, en fait, de sujets de vente, un pôle qui expérimente des choses sur la partie marketing. Et puis l'idée, c'est que pendant plusieurs mois, chaque semaine, ils vont se réunir et puis ils vont voir un petit peu ce que ça a pu changer, ce que ça a pu impacter sur leur business et prendre des décisions sur quelle techno, est-ce qu'on va vers ChatGPT, vers Gemini, vers Claude, etc. etc.
Et ils font tout ça avec les outils gratuits d'IA. Et je me suis dit quelle perte de temps en fait. Et c'est un peu la réaction qu'il a eu le droit d'avoir quand il m'a posé ces questions. Une vraie perte de temps dans le sens où aujourd'hui, il ne s'agit plus de tester la preuve de concept, elle est faite. Donc ça, c'est une première chose importante, c'est que entre la réalité qui est quand même que la majorité des gens aujourd'hui utilisent l'IA quand même de manière assez basique en fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser surtout pour prompter. On a encore tout un tas de gens qui vous fournissent des prompts sur LinkedIn, commentez prompt et puis je vous filerai le prompt de comment j'ai piqué la recette de l'osso buco à ma grand-mère. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où, avec tout ce bruit, ben, on est là à se faire embobiner par des vendeurs de prompts. Et moi, je pense que ça, c'est la plus grosse arnaque autour de l'IA. Vous avez besoin de personne pour prompter parce que l'IA peut vous aider à prompter si jamais vous en avez besoin. Donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez prendre le taureau par les cornes, bah, arrêtez de bricoler. Arrêtez de bricoler avec des trucs gratuits. Faut être sérieux. À un moment donné, bah, ChatGPT, un abonnement, ça coûte 20 balles. 20 balles par mois. Par rapport à ce que ça apporte, je pense qu'à un moment donné, il faut franchir le pas. Il faut arrêter de bricoler en cachette, etc. Je ne vais pas parler dans ce live de toutes les contraintes de protection de la donnée, etc. Oui, il faut faire attention à vos données. Bon, si vous êtes chez Microsoft ou chez Google, vos données elles sont probablement déjà en train de naviguer quelque part. Donc, on n'a pas attendu l'IA pour avoir des fuites de données. Effectivement, il faut quand même faire gaffe, et d'autant plus si vous êtes sur des outils gratuits. À partir du moment où vous êtes sur des outils payants, bon, il y a quand même des engagements de la part de ces plateformes. On peut les croire ou pas. Effectivement, la donnée est hébergée aux US, etc. Bon, si vous êtes dans la défense ou dans le nucléaire, probablement que ce n'est pas une bonne idée d'aller mettre tout ça sur Internet. Si maintenant vous avez une activité somme toute relativement classique, franchement, entre le risque et le bénéfice, moi en tout cas, je ne devrais peut-être pas le dire et peut-être que ça va faire bondir des responsables IT, mais moi j'ai vite fait mon choix. Alors, on a d'un côté cette réalité où on est encore en train de se poser des questions avec des prompts à la noix, où on essaye de récupérer les meilleurs prompts pour espérer que ça va résoudre certains de nos problèmes. Et puis de l'autre côté, où on rêve à des choses beaucoup plus complexes. J'ai un autre de mes prospects ou de mes clients qui m'a dit il y a quelque temps qu'il avait participé à une conférence d'un grand éditeur industriel, pour ne pas les nommer, je crois que c'était Siemens ou Schneider, et qui leur avait expliqué à ses fournisseurs qu'il faut monter toute une équipe, qu'il faut avoir plusieurs personnes dans l'entreprise pour pouvoir faire de l'IA, qu'il vous faut un data analyst, un data engineer, un data scientist, des développeurs, etc. Alors oui, si vous êtes une boîte de plusieurs milliers de personnes, probablement que c'est la bonne approche, mais si vous êtes une PME de 10 personnes, vous n'allez pas commencer par recruter avant même de savoir ce que vous allez faire. Donc, entre on automatise l'usine, on fait de l'IA sur nos produits ou sur notre usine et sur nos machines et commencer à bricoler avec ChatGPT, vous voyez qu'il y a quand même un gap qui est quand même super important. Et pour le coup, il y a peut-être des choses à faire entre-temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de viser tout de suite l'IA prédictive qui va analyser vos datas et faire le job de vos ouvriers dans l'atelier à votre place. On peut aussi avoir des étapes intermédiaires qui sont relativement intéressantes et qui peuvent avoir un impact assez rapide sur votre business, sur des sujets qu'on a souvent un peu en angle mort dans le business. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on démarre? Parce qu'on a souvent un peu aussi cette question, par quoi je démarre? Mon prospect ou mon contact là, qui est venu et qui m'a expliqué qu'ils avaient monté un comité, moi, je pense aujourd'hui, avec le recul, que c'est une erreur d'aller faire des comités bidules ou des comités théodules. Plus vous allez faire des strates et essayer d'organiser les choses parce que vous avez peur que ça parte dans tous les sens, plus vous allez brider et moins vous allez avoir de résultats. Et moi, au démarrage, l'erreur que j'ai faite, par exemple, c'est que j'ai commencé à regarder l'IA. J'étais un petit peu sceptique, comme beaucoup de gens peut-être au tout début. À un moment donné, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être y aller. On en a parlé en réunion. On s'est dit, tiens, il faudrait que chacun teste des trucs chaque semaine. Et puis, toutes les semaines, on va faire une réunion pour partager ce qu'on a découvert. Bon, pour être honnête, j'ai vite commencé à m'emmerder sur ces réunions, excusez-moi du terme, puisqu'en fait, ça se finissait, ça s'était réduit à on a testé des prompts et on partage nos prompts. Alors, autant j'aime bien voir un peu ce qui se passe en IA, autant savoir qu'une de mes collègues a utilisé un prompt pour faire un post réseaux sociaux, franchement, ce n'était pas le type d'impact que j'attendais. Même si pour elle, à son niveau, probablement ça l'aidait. Mais en gros,
on se retrouvait avec une équipe qui passait son temps à aller piquer des prompts à droite, à gauche, à les tester, puis à dire oh, super, ça marche. Bon, écoutez, ça me fait une belle jambe. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est probablement pas la bonne manière de m'y prendre. Et j'ai eu l'occasion d'entendre la patronne de HubSpot, avec qui on est partenaire, petit coup de pub au passage, dire justement à quelqu'un qui avait posé cette question, par quoi démarrer. Elle avait répondu à un truc très américain, démarrer par le P&L, par vos profits et pertes, profit and loss, donc en gros par vos comptes de résultats, et démarrer par ça. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, à un dirigeant notamment, qui veut démarrer sur l'IA et qui veut implémenter un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire démarrer par le P&L? Ça veut dire simplement, regardez où est-ce que vous perdez de l'argent, regardez comment vous le perdez et qu'est-ce qui vous prend du temps, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui aujourd'hui consomme un peu de votre bande passante, consomme de la marge. Et puis à partir de là, essayez de voir comment vous pouvez améliorer les choses, quoi. Donc regardez votre PNL, regardez là où vous rêveriez d'automatiser ou de simplifier les choses. Alors on ne va pas tout de suite dire qu'il faut virer des gens, hein, prenez pas peur, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais il y a des tâches aujourd'hui qui ne devraient plus être faites à la main parce qu'on a justement des outils qui permettent de les automatiser. Je pense à des tâches qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Mais je pense aussi à des tâches qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, sur laquelle l'IA peut vous permettre d'accélérer de manière assez importante. Donc moi, j'ai commencé par là. Je me suis dit, on va regarder dans tous nos process, à la fois marketing et vente, à la fois production, comptabilité, RH, en regardant un petit peu les choses qu'on rêverait d'optimiser et qui nous prennent un temps fou, et voyons comment on va pouvoir peut-être aller chercher de la renta ou améliorer nos marges. En plus de ça, moi, je suis une boîte de service, je vends des jours hommes. Donc la première réflexion que j'ai eue, c'est de me dire comment est-ce que je peux avoir un peu plus de marge sur les journées vendues autour de mes consultantes, notamment en faisant en sorte que certaines des tâches qu'elles font quotidiennement soient faites par de l'IA. Donc ça a démarré comme ça, et puis on a testé pas mal de choses que je vais vous partager là dans quelques minutes. Avant ça, une petite remarque, alors ça c'est tout à fait personnel, ça doit être mon côté méditerranéen qui fait ça, je pense qu'à des moments, il n'y a pas besoin forcément d'avoir de la démocratie. C'est bien d'avoir de la démocratie si vous êtes dans une asso, dans un club de foot ou de rugby. C'est peut-être un peu moins intéressant quand on dirige une boîte. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ces petites réunions qu'on faisait là toutes les semaines, on n'allait pas aller bien loin. Donc je me suis dit, il faut que j'impose les choses. Il faut que les choses viennent d'en haut. Alors quand je dis imposer, c'était plus... j'ai encouragé, mais concrètement, oui, on n'avait pas trop le choix. Et la première décision que j'ai prise, c'est que l'IA est tellement importante dans notre quotidien, dans l'avenir même de notre business. Je me suis dit, si quelqu'un dans mon équipe est réfractaire, il n'a plus sa place concrètement chez NIL. La bonne nouvelle, c'est que personne n'a jamais été réfractaire, mais ça, c'était important de l'affirmer. Ce n'est pas une option. Quelqu'un qui vient me présenter un travail et qui n'a pas été appuyé par les outils d'IA que j'ai mis à la disposition, c'est quasiment une faute professionnelle aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'admets pas. Et c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est valable de la comptable jusqu'au commercial qui va faire un taf, par exemple, de recherche sur une boîte ou qui va me dire « j'ai pas eu le temps de me renseigner sur cette boîte ». Tu peux pas me dire ça en 2025 à l'heure de Gemini, de ChatGPT, de Perplexité. Ça prend 3 minutes d'aller faire un topo complet sur une entreprise avant même de l'appeler. Donc, je n'accepte pas aujourd'hui qu'un commercial ou que quelqu'un dans la boîte me dise « j'ai pas eu le temps » ou « j'ai pas trouvé l'info ». Donc, c'est AI first ou c'est pas la peine ou tu restes pas chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Pas simplement pour être méchant et pour être dur, mais pour dire qu'il faut que ça vienne d'en haut et que le sponsorship doit venir des dirigeants. Si vous-même, en tant que dirigeant, vous êtes en train de vous poser des questions, vous n'êtes pas chaud, vous n'utilisez pas ça et que vous n'êtes pas convaincu par ça, il ne faut pas attendre que vos équipes le soient plus que vous. Donc l'exemple, il vient d'en haut, et ça c'est important, exemple top-down, comme disent les Américains. Moi, je n'ai pas demandé à des gens en interne de s'occuper du sujet, j'ai commencé moi-même à tester et à déployer des choses très concrètement. Je vais vous en montrer quelques-unes en tant que dirigeant. Pour mon job de dirigeant, je me suis en gros payé l'assistant ou l'assistante dont j'avais toujours rêvé que je ne pouvais pas me payer, c'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser l'IA pour faire plus facilement mon boulot, pour me débarrasser de tout un tas de tâches qui me prenaient du temps ou pour m'aider parfois à prendre certaines décisions. Et puis je vais vous donner encore une fois rapidement un exemple.
Et puis après, on investit, quoi, sachant que ce n'est pas des investissements lourds, surtout si vous commencez avec les outils disponibles sur le marché. Je pense à OpenAI, à ChatGPT, à Gemini, à Copilot si vous êtes dans l'environnement Microsoft. Alors, je n'ai pas testé Copilot, mais probablement que c'est quelque chose d'utilisable aussi. Bref, vous mettez les 20 balles ou les 30 balles par mois par utilisateur de licence. C'est vrai que si vous avez 200 utilisateurs, ça coûte un peu plus cher. Mais en même temps, si vous voulez tirer profit de tout ça, ce n'est pas avec les versions gratuites qui en plus ne préservent pas la qualité, préservent pas vos données, entraînent leur modèle sur vos données, que vous allez pouvoir y arriver. Donc si vous voulez avoir un minimum de contrôle, entre guillemets, filez les bons outils aux bonnes personnes et prenez ces licences et arrêtez de faire les radins avec ces licences. Je suis encore trop souvent déçu ou choqué de voir qu'il y a encore des boîtes qui ne veulent pas prendre 20 balles de licence, surtout pour des petites boîtes. Enfin, encore une fois, c'est même pas le budget du PQ, quoi. Donc arrêtez de faire les crevards là-dessus. Alors concrètement, tiens, une petite question à ma chère audience. Qui parmi vous a déjà créé par exemple ce qu'on appelle un custom GPT dans ChatGPT? Pour ceux qui utilisent ChatGPT, est-ce que vous avez été jusqu'à vous créer un assistant? Mettez-moi la réponse en commentaire. Alors je ne vais pas la voir tout de suite, mais mettez-moi un petit peu où vous en êtes avec ces sujets-là. De façon qu'on voit un petit peu dans l'audience qui utilise GPT de cette manière-là. Alors concrètement, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. La plupart des gens, quand ils utilisent ChatGPT, ils vont aller, attendez, je retrouve mes petits, voilà, ils vont aller ouvrir un nouveau chat et puis ils vont poser une question dans le chat et puis ils vont peut-être, dans le meilleur des cas, choisir un des modèles. Et puis il y a tout un tas de débats pour vous dire que ce modèle-là, il est mieux que celui-là ou il est mieux que celui-ci, etc. Et c'est valable pour quasiment toutes les plateformes, Gemini, ChatGPT. Je vous montre ces deux-là parce que c'est les deux sur lesquels aujourd'hui je passe le plus clair de mon temps, même si on a aussi un abonnement Cloud ou je crois qu'on a un abonnement aussi Perplexity. Alors, première chose, ok, vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez aller vite, vous pouvez aller taper une question là-dedans et avoir une réponse. Sachez que dans tous les cas, elle sera moins quali que si vous avez construit du contexte. Ce qui est important dans l'utilisation de l'IA et de ces outils, c'est de développer un petit peu le contexte. Juste avant ça, juste pour vous montrer un petit peu où je vais en venir, c'est que pour moi, il y a différents niveaux de maturité. Si votre usage de l'IA, c'est juste un usage gratuit, pas vraiment structuré, où chacun fait un peu ce qu'il veut sur des outils gratuits de ChatGPT, vous êtes un peu au niveau zéro, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous n'en tiriez pas profit. Peut-être que les utilisateurs, les contributeurs individuels vont pouvoir utiliser ça. Souvent, c'est votre équipe marketing qui va faire des posts ou vos commerciaux qui vont faire des séquences horribles de prospection avec ça. Mais on est un petit peu au niveau zéro. Ensuite, on commence à prendre un compte payant et puis on va faire des choses un peu plus intéressantes. Là, on va dire qu'on est un peu dans l'artisanat. Là, ce dont je vais parler et ce que je vais vous montrer, c'est l'étape d'après. C'est qu'on commence à industrialiser les choses. On commence à faire en sorte que chacun dans son équipe va pouvoir disposer d'assistants. Et puis l'étape d'après, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais on fera peut-être un live rien que sur ces sujets-là, c'est d'aller intégrer tous vos outils, c'est d'utiliser l'IA à l'intérieur d'autres outils, c'est d'aller acheter des solutions qui sortent des LLM classiques et qui vous fournissent par exemple des solutions de chiffrage ou de diagnostic, etc. Et puis le niveau 4, c'est de commencer à développer ses propres équipes d'agents qui vont faire un certain nombre de tâches répétitives. Je pense que ça, on fera un live spécial là-dessus avec mon ami Eliel Chenil, qui est notre spécialiste des agents, et on vous montrera ce qu'on peut faire avec ça. Mais là, ça nécessite déjà des compétences techniques un peu plus poussées. On va se focaliser sur le niveau 2, qui est celui où vous commencez vraiment à tirer profit et à taper dans votre PNL, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je reviens à mon chat GPT. La plupart des gens vont démarrer avec le prompt classique, et puis vous allez aller copier ou coller un prompt que vous avez récupéré ailleurs. On a des choses plus intéressantes à faire, et notamment, on va pouvoir aller se créer ses propres GPT. Vous voyez là sur la gauche là, de mon écran, quelques GPT qu'on a créés chez Neil, en tout cas que je me suis créé. Il y en a un premier que j'ai appelé Rimka, qui est mon assistant personnel. En gros, c'est mon co-CEO. Vous le retrouvez ici dans mes favoris. C'est la manière dont j'interroge ChatGPT 90% du temps. Et puis, je me suis créé 3 autres GPT, 3 autres assistants personnalisés. Un premier qui m'aide à écrire ma newsletter, Brut de Fonderie. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On mettra le lien en commentaire. Mais en gros, c'est l'assistant qui m'aide à écrire, à rédiger correctement la newsletter à partir des idées que je vais soumettre.
Je me suis fait un assistant parce que j'essaye de faire un peu de croissance externe et de trouver des cibles potentielles à pouvoir racheter pour Neil. Et je me suis fait un assistant qui m'aide à trouver ces cibles, à les valoriser, à les identifier, etc. Et je me suis fait un petit assistant qui aide, que je partage avec mon commercial et qui aide, qui est un peu un sales coach, qui va regrouper un peu tout ce que j'ai en tête et tous nos process commerciaux et qui va permettre à celui qui l'interroge d'avoir des réponses dans le cadre, dans le périmètre de Neil. Je vais prendre mon assistant personnel, voilà, il s'appelle Rimka, ou elle s'appelle Rimka, j'avais pas vu que j'avais mis une photo, juste pour vous montrer comment c'est fait. Donc si vous voulez créer un assistant de ce type-là, donc il vous faut un compte gratuit, vous allez aller dans les GPT, et normalement vous allez pouvoir créer votre propre GPT, je ne me souviens plus comment j'ai fait, oui, on va dans Explorer, et puis vous allez créer votre propre GPT ici. Okay, donc vous cliquez sur créer et vous allez pouvoir configurer un assistant. L'intérêt de cet assistant, c'est qu'il va avoir le contexte qui est votre contexte spécifique par rapport à la tâche que vous allez demander de faire. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un assistant par usage. C'est-à-dire que je ne demande pas à mon assistant du CEO de me faire aussi la newsletter ou de me faire mes posts réseaux sociaux ou de me faire ma compta ou de faire mon coaching sales. Je vais les spécialiser en leur fournissant un contexte très spécifique à leur tâche. Donc la première chose que je vais faire, encore une fois, ça je pense que vous ne l'avez pas sur les versions gratuites, vous êtes obligé d'avoir une version payante. La première chose que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à une tâche ou à un assistant spécifique sur une action donnée sur laquelle j'ai besoin d'aide. Donc vous voyez que c'est assez simple, il n'y a pas besoin de programmer quoi que ce soit. Et alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous montrer celui que j'ai créé ici. Donc on est sur Rimka 4.0. Rimka 4.0, voilà un petit peu ce que j'attends de lui. Donc j'avais mis les infos en anglais, mais vous pouvez tout à fait les rédiger en français. Je crois que j'avais piqué ça à quelqu'un sur LinkedIn qui avait mis son prompt, donc j'ai pas vraiment beaucoup de mérite. J'ai juste personnalisé un petit peu à ma sauce. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est que vous êtes un co-CEO, c'est-à-dire que vous êtes l'assistant du CEO, vous êtes un partenaire stratégique du CEO actuel qui est Karim Bourras. Vous avez la mission de l'aider à manager et à gérer, à faire grandir le business. Votre expertise s'étend du marketing aux ventes, aux services clients, aux opérations, à la finance, au légal, etc. Bref, je me suis créé un profil d'assistant et vous allez pouvoir aussi peut-être aller même plus loin. Vous pouvez, on l'a fait sur un assistant sur certaines missions de consulting, vous pouvez lui demander d'avoir un niveau de réflexion digne d'un consultant de McKinsey si vous voulez. C'est vous qui décidez. Je vais donner un peu de contexte, et ça c'est super important, c'est que si vous voulez qu'un GPT fonctionne bien, vous allez lui donner le maximum de contexte pour qu'il puisse s'appuyer sur ce contexte quand il va apporter des réponses. À partir du moment où vous mettez ce contexte, toutes les réponses que va vous apporter cet assistant vont prendre en compte ce contexte. Donc je lui ai mis des infos sur moi, qui je suis, comment je parle, quel est mon job. Alors j'aurais pu même détailler beaucoup plus sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et puis, j'ai mis des infos sur l'entreprise, sur Neil, avec des infos qui sont issues principalement de nos matériels marketing et vente. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on le propose, à quoi sert la boîte, où est-ce qu'elle gagne de l'argent et qu'est-ce que j'attends de lui dans son rôle de CEO. Donc, en tant qu'assistant du CEO, vous allez travailler en collaboration avec moi. Je veux que vous challengez mes idées et ma stratégie. Je veux que tu sois curieux, que tu me poses des questions pour avoir le maximum d'informations. Et voici un peu tes responsabilités. Si ça vous intéresse, faites-moi un petit commentaire, je vous file ce prompt et après vous aurez une super base pour pouvoir travailler avec ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donne ça, c'est gratuit et ça me fera plaisir. Donc vous voyez, j'ai ici mis un certain nombre d'éléments, de contexte qui permettent de définir un peu ce que j'attends de lui. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi faire évoluer. Ça veut dire que vous le testez. Si au bout d'un moment, vous voyez que les réponses ne sont pas entièrement satisfaisantes et qu'il manque un peu de contexte, vous lui ajoutez du contexte. Le contexte est vraiment roi, est vraiment clé dans la manière dont vous allez utiliser l'IA. Plus vous fournissez un contexte précis, plus vous avez des chances d'avoir des réponses détaillées. Alors après, vous avez la possibilité d'avoir des amorces de conversation. Très honnêtement, je les utilise assez peu, mais en gros, c'est pour dire que si je tape analyse data, il va me demander de lui fournir la data, il va me faire une analyse telle que je l'aurais décrite un peu dans mon descriptif un peu au-dessus. OK. Et si je descends, j'ai mis aussi des contenus qui sont un peu des documents de référence. Donc, par exemple, j'ai mis mon plan d'action commerciale, je ne vais pas vous le partager évidemment ici, j'ai mis tout ce qui tourne autour de ma plateforme de marque.
Il se trouve que j'ai écrit un bouquin il y a 3 ans qui regroupe un peu tout ce que j'avais en tête sur la croissance des PME Indus. Donc j'ai fourni ce bouquin qui sert aussi de cadre de référence à la réflexion. Et ça veut dire que chaque fois que Rimka me répond, il me répond avec ces éléments de contexte en tête. Et là, vous pouvez ajouter autant de fichiers que vous voulez. Vous pouvez mettre votre plan comptable, vous pouvez mettre des documents de votre prévisionnel je sais pas, de trésorerie si ça vous chante. Bref, tout ce que vous voulez ici. Alors oui, il est possible que ces données soient hébergées sur des serveurs américains. Après, vous verrez, vous irez voir, mais dans les réglages qu'on peut faire de ChatGPT, on peut explicitement s'assurer que toute cette donnée ne soit pas utilisée pour entraîner le modèle. Ça veut dire qu'elle reste dans votre environnement et que normalement, bien sûr, on n'est pas obligé de leur faire confiance, normalement, ces infos ne sortent pas. Si vous avez peur, n'allez pas mettre ça dans ChatGPT, n'allez pas faire un ChatGPT sur le sujet. Il ne s'agit pas de mettre les plans d'une centrale nucléaire ici ou d'un brevet que vous allez lancer. Moi, je serais plus prudent là-dessus, sur des infos qui sont somme toute des infos probablement stratégiques pour moi, mais quelqu'un qui trouverait ces infos, ça ne changerait pas grand-chose pour lui, ni pour moi. Écoutez, je les mets, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et on peut lui demander d'aller travailler sur du code ou de la recherche web. Vous n'êtes pas obligé de cocher ça ou d'être capable de générer des images. ChatGPT n'est pas le meilleur pour ça. Donc on peut avoir un certain nombre d'actions et puis je peux lui-même créer des nouvelles actions avec des choses un peu plus codées, par exemple de l'envoi d'informations, de l'import de data. Honnêtement, je ne suis même pas allé jusque-là. Je ne sais pas trop comment fonctionne cette partie-là, pour être très honnête avec vous. Mais rien qu'avec cet assistant, j'ai énormément déjà de bénéfices. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes sur un ChatGPT d'équipe, vous pouvez le partager. Ça veut dire qu'on peut le créer pour des personnes qui peuvent avoir le même rôle dans l'entreprise ou le mettre à disposition des collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser ce que vous avez dans la tête, même quand vous n'êtes pas là. En gros, si je mettais ce Rimka à disposition de mon équipe, elles auraient l'équivalent d'un Karim H24 disponible sur un GPT. Je ne l'ai pas fait. Par contre, un autre exemple d'assistant que j'ai créé et que là, j'ai mis à disposition, c'est mon Sales Coach. Donc, c'est un assistant commercial qui a été conçu pour aider les commerciaux de Nîmes à réussir leur vente. Il répond instantanément à leurs questions. Il analyse les deals en cours et il s'appuie sur des cas réels, des bonnes pratiques commerciales. Et donc là, même principe, on a décrit ce qu'on attend du commercial. Tu es un coach commercial spécialisé dans la vente auprès de PME et industriels. Tu travailles exclusivement pour Nîmes en t'appuyant sur les méthodes décrites dans le livre, machin, etc., etc. Et voilà tout ce que j'ai mis. Une petite tips que je vous donne, quand vous créez un GPT comme ça, parfois on ne sait pas par quoi commencer. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez demander à ChatGPT de vous créer le prompt. Donc moi, je commence par ça aujourd'hui quand j'ai besoin d'un assistant. Je vais aller faire un nouveau chat général dans ChatGPT, puis je vais lui dire, je veux créer un GPT personnalisé qui doit m'aider à faire telle ou telle action. Prépare-moi le prompt, et puis je travaille... je copie ce prompt et je vais le coller dans le GPT que je vais créer. C'est comme ça, par exemple, que j'ai créé mon assistant newsletter. Dans un autre exemple, j'avais demandé à ChatGPT de me créer le prompt que je vais vous montrer ici. Voilà, donc tout l'environnement, tout le contexte qui est ici, il a été créé par ChatGPT à partir de demandes très spécifiques que je lui ai faites. Donc ici, il décrit un peu tout le fonctionnement que j'attends pour que ChatGPT m'aide à rédiger ma newsletter qui est quand même issu de mon cerveau, je vous rassure, mais qui en grande partie, je gagne beaucoup de temps à m'aider à rédiger tout ça. Voilà quelques exemples. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire ce genre de GPT personnalisé, quelle que soit la plateforme. Je n'ai pas été voir sur Microsoft, probablement qu'il y a l'équivalent, je vous avoue que je connais moins la plateforme Microsoft, mais sur Gemini, ils appellent ça des gems. Donc là, pareil, j'ai créé un gem pour mon podcast, qui est un producteur qui m'aide à préparer toute la production du podcast, chercher des infos sur les invités, rédiger un fil rouge, etc. Et j'ai dupliqué aussi mon co-CEO, mon Rimka sur Gemini, pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de qualité ou par rapport à ce que fait GPT, à comparer les deux. Très honnêtement, aujourd'hui, ça se vaut. En fait, ce que j'aime bien dans Gemini, c'est qu'il va beaucoup plus loin dans la mise en forme. Et par exemple, ce document que vous avez là sous les yeux, c'est un document qui est issu d'un Gemini personnalisé, et je lui ai demandé de me le mettre en forme sous forme d'une infographie que je pourrais lire à l'écran pendant le live. Donc vous voyez qu'il est capable de me faire un truc relativement propre. Je lui ai juste demandé de reprendre la charte graphique de mon site web, et il a repris les codes couleurs, la façon de présenter les choses.
Qu'est-ce que ça rapporte? Écoutez, la première chose, donc, quand on commence à mettre en place ces templates personnalisés, ces choses-là, bon, l'exécution, c'est ce que je vous disais, hein, vous commencez par vraiment définir un peu des assistants. Donc, nous, ce qu'on a fait chez Nil, c'est que chaque fonction, maintenant, a ses assistants. Les consultants qui travaillent sur des sujets marketing ont à minima un GPT qui les aide à réfléchir, qui les aide à analyser de la donnée. Avec le fait qu'on enregistre en plus en plus nos réunions, nos conversations, etc., on peut utiliser toute cette matière qui est informelle, qui n'est pas structurée, pour venir alimenter un petit peu ces assistants et utiliser ça comme du contexte, en fait, qui permettent d'améliorer la qualité des réponses. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on gagne? Nous, on a estimé que sur la partie, par exemple, consulting, on a facilement gagné 20 à 30% de temps sur les tâches, on va dire la mission du consultant, ce qui a permis non pas de forcément d'aller chiffrer plus, mais de dire que nos consultants se concentrent beaucoup plus sur la valeur ajoutée qu'ils apportent, sur la réflexion, sur la gestion de projet, sur l'accompagnement du client, sur la rencontre avec le client et l'échange avec le client, versus tout un tas de tâches administratives qui prenaient un temps fou. Exemple, une consultante va animer un atelier qui permet dans le cadre d'un projet CRM, de cartographier l'ensemble du parcours. Il est très important qu'elle aille sur place, qu'on anime cet atelier pour des raisons aussi d'adoption avec l'ensemble des commerciaux. Avant, elle passait quasiment une journée à 2 journées à reprendre ses notes, à remettre en forme tout ça, à faire un joli schéma. Là, elle va pouvoir enregistrer la réunion, le meeting, et derrière, elle va pouvoir aller beaucoup plus vite sur la restitution et même voir des choses qu'elle n'aurait peut-être pas vues pendant la réunion ou qui seraient passées un peu à la trappe dans les différents échanges. Donc, ça permet d'améliorer la qualité des livrables. Ça permet d'aller plus vite sur des tâches qui n'ont pas de valeur pour le client lui-même, mais qui permettent derrière de synthétiser, donc d'améliorer on va dire la productivité sur la partie un peu cachée du job. Et ça permet d'aller offrir au client un peu plus de présence, un peu plus d'accompagnement. Et c'est là la valeur ajoutée de la consultante ou du consultant aujourd'hui sur ce type de projet. Autre exemple très concret, sur le recrutement, on a utilisé... moi, j'ai utilisé l'IA pour analyser des CV et sur des situations où j'hésitais, je vais analyser, je vais mettre les calls des conversations et je vais pouvoir poser des questions sur des choses qui m'auraient peut-être échappé dans la discussion avec tel ou tel candidat et derrière me construire une grille, par exemple, d'évaluation. La décision, évidemment, reste à moi. Et ce que j'ai constaté, c'est que sur le recrutement, finalement, on tombe un peu sur le pressentiment ou l'analyse que je pouvais avoir, moi, de manière un peu plus informelle. Le fait de le faire passer dans ce genre de moulinette, ça permet aussi d'être beaucoup plus factuel et d'avoir une analyse beaucoup plus objective de mon point de vue. Voilà, donc on gagne du temps et de l'argent évidemment sur la production. Sur les développeurs, tous nos développeurs aujourd'hui utilisent massivement l'IA pour générer du code. Surtout sur du prototypage, on gagne beaucoup de temps sur la phase de prototypage où il faut aller vite, faire des itérations nombreuses, versus avant, il fallait tout faire dans Figma, faire des prototypes, faire valider, etc. Là, on va pouvoir générer quasiment une application en HTML beaucoup plus vite, la tester, la faire valider par le client qui, lui, va aussi pouvoir se rendre compte de ce qui se passe quand on appuie sur les boutons et derrière pouvoir ensuite la passer vraiment sur notre métier de code et développer le truc de manière beaucoup plus poussée. Et puis je vous passe les follow-up de réunions qui sont maintenant quasiment tous préparés par de l'IA. La préparation des rendez-vous clients, moi j'utilise beaucoup l'IA pour ça. On a beaucoup de clients à rencontrer, on fait beaucoup de réunions et on saute souvent d'une réunion à une autre. Voilà, avoir un petit topo avant la réunion sur le client, sur son contexte, sur ce que fait la boîte, si c'est un prospect par exemple, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde et ça permet de diviser, de réduire, en tout cas, peut-être pas diviser par 2, mais de réduire la durée du cycle de vente parce qu'on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus structuré. Je pense que c'est une faute professionnelle, moi je le dis comme je le pense aujourd'hui, de ne pas utiliser ces outils-là et de continuer à s'accrocher à vouloir le faire à la mano. La production de contenu sur le marketing, bon, ça c'était un des premiers usages qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui vont utiliser tout ça pour faire des posts. Alors je vous avoue qu'on le fait aussi. On utilise aussi l'IA pour préparer des vidéos. Oui Stéphane, alors je prends un peu les commentaires Stéphane, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer le prompt. N'hésitez pas. Amandine, merci pour votre commentaire. Copilote ne permet pas de créer des assistants directement dans l'interface. Alors j'en suis désolé Amandine, je pensais qu'il le faisait, c'est décevant. Peut-être qu'il faut que vous passiez
à GPT ou à l'environnement Google. Alors ça, c'est un problème. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont un peu enfermées dans l'environnement Microsoft. C'est effectivement souvent une déception de la part des gens qui m'ont fait part de leur expérience et je comprends un peu ce que vous dites, Amandine. Quel add value en termes de temps gagné de closing? C'est un peu ce que je disais sur la partie, donc c'est Hicham qui pose cette question. La valeur gagnée sur, je pense que c'est par rapport à la partie vente, à la partie commerciale. Déjà, une analyse beaucoup plus précise de la situation du client. Moi, quand j'ai un nouveau prospect, j'ouvre un GPT. Donc le GPT que je vous ai montré ici sur la partie assistant sales coach. Et je commence à créer une conversation dans laquelle je vais mettre tous les recordings des échanges que j'ai avec le prospect. Et ça, petit à petit, ça va m'amener, cette conversation va me suivre jusqu'à la création de la proposition finale, où je vais évidemment devoir bosser quand même un petit peu, hein, mais ça me permet de récupérer les comptes rendus. Exemple, avant, je devais faire une réunion pour faire un brief à mes collègues pour qu'elles me préparent un environnement de démo s'il y a besoin, par exemple, de faire une démo personnalisée du CRM. Aujourd'hui, je vais mettre tout ça dans le GPT, je vais dire au GPT de quoi j'ai besoin et je vais lui demander de me faire un brief que je vais envoyer à ma collègue consultante pour qu'elle me prépare l'environnement de démo. Donc une réunion en moins, dans mon agenda quotidien, c'est quasiment 30 à 45 minutes de gagné où je n'ai pas besoin d'expliquer ça à un client. Et derrière, une démo qui va être beaucoup plus pertinente par rapport aux besoins qu'a évoqué le client pendant une réunion. Donc on gagne énormément de temps. Moi, ça me fait gagner un temps fou. Là où je passais, par exemple, un autre exemple très concret, cet assistant commercial, je l'ai aussi programmé pour lui donner des cahiers des charges. Je reçois un cahier des charges d'un client pour un projet CRM, 40 pages. Je vous avoue que c'est compliqué, c'est long à lire et c'est souvent un peu toujours la même chose. Je mets ça dans le GPT. Je lui demande de me sortir les éléments les plus importants, les plus risqués pour moi en termes de business, les besoins les plus précis évoqués par le client. Et derrière, je prépare une réponse à cet appel d'offres et je prépare la réunion suivante en ayant des questions extrêmement précises et en montrant que j'ai lu quelque part l'appel d'offres. Alors, en général, je le lis quand même à un moment donné, mais quand on veut aller vite et être réactif dans une réponse, ça permet de gagner beaucoup de temps. J'espère que j'ai répondu à la question. Madison utilise GPT depuis très peu ici. Yannick, on se retrouve bientôt. Version payante uniquement, le prompt m'intéresse. Je vous envoie à tous, bien évidemment, chers amis, le prompt que je vous ai montré. Je crois qu'on vous fera un petit kit. Je verrai avec Tatiana, on vous fera un petit kit des prompts qu'on a utilisés, qu'on utilise. Mais encore une fois, ne laissez personne vous embobiner avec ces histoires de prompt. Si vous avez du mal à faire un prompt, le premier réflexe que vous devriez avoir, c'est de demander à ChatGPT de le faire. Je vous donne une autre idée. Si ce live vous a paru intéressant en termes de contenu, on va le mettre sur YouTube. Vous allez dans Gemini, vous récupérez l'URL du live et vous demandez à Gemini d'appliquer ce qu'a raconté Karim à votre business. Moi, c'est des choses que je fais régulièrement sur des vidéos que je vois sur YouTube et qui m'intéressent. Quand j'ai besoin de le rendre beaucoup plus praticable, beaucoup plus actionnable, je dis voilà une super conférence que j'ai vue sur l'IA. Aide-moi à rendre ça actionnable avec 3 actions clés que je pourrais mettre en place chez Neil. Et ça, l'IA peut vous aider à le faire et vous avez besoin de personne pour vous filer des prompts. Mais promis, je vous envoie quand même mes prompts. Alors, il me reste quelques minutes juste pour revenir un petit peu à mon sujet. Donc voilà, ça c'est un peu le niveau 2 que je vous recommande d'aller faire. Les ventes, les follow-up de réunion, les enregistrements de réunion, la qualification des deals si vous êtes dans les 16, la préparation du contenu, mais aussi les parties comptabilité et RH. Si vous avez par exemple besoin d'analyser un prévisionnel, besoin de réfléchir à différentes options d'un plan de trésorerie, l'IA peut vous le faire et un GPT peut le faire. Moi, j'ai utilisé ça pour monter, par exemple, un prévisionnel sur un nouvel business unit que j'ai envie de lancer. Et puis, je vous montrais tout à l'heure qu'on est capable d'avoir un très, très bon niveau. Voilà un exemple d'assistant que j'ai créé pour m'aider à faire de la croissance externe. Alors, il ne remplacera évidemment pas mon avocat, mon comptable, etc. Mais il me permet de faire un premier filtre et de maîtriser un petit peu les choses. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, je l'ai fait faire par GPT lui-même. Et puis, je lui ai donné un rôle. Voilà, tu es le Chief M&A Officer virtuel de Neil. Et puis, je lui ai donné un peu toute la stratégie M&A que j'ai avec comment il doit me qualifier ou pas m'aider. Chers amis, j'espère que ce live vous a intéressé. Ce que je voulais, c'était vraiment vous partager
un petit retour d'expérience sur comment on le fait. Mettez-moi un petit commentaire, faites-moi un message et puis je vous envoie ces fameux prompts que je vous ai promis, ces use cases. Et puis on se dit à très bientôt. Je vais mettre ma petite musique. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez liké, si vous avez aimé ce sujet. Je pourrais vous en faire d'autres au fur et à mesure qu'on avance. L'idée peut-être la prochaine fois, c'est de passer au niveau 3, niveau 4, d'aller sur des applications beaucoup plus robustes, beaucoup plus poussées. Mais déjà, si vous arrivez à standardiser un petit peu vos processus avec ce niveau 2, vous allez voir que la vie, elle va changer. Moi, je me demande comment je faisais avant l'IA. À très bientôt et bon appétit. Salut!